Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver grâce à Midrash Yehuda Manitou. On a le plaisir d'écouter les cours d'histoire juive passionnants de Georges. Tu nous parles des Juifs de Tunisie et c'est le deuxième volet sur l'occupation allemande en Tunisie. Bechavod. Merci beaucoup, Johan. Bonsoir à tout le monde. Et j'espère que ce soir, on va être tranquille. Hier soir, enfin plutôt ce matin tôt, c'était un peu animé, mais on espère Hag B'Sorot Tovot et que tout ira pour le mieux pour notre pays, aux grandes dames de certains de nos meilleurs amis occidentaux. Mais voilà, qu'on se défende. Alors, j'ai quand même des annonces à faire. J'ai d'abord une annonce un peu triste. Ça fait 15 jours déjà que notre ami Henri Zilberberg a perdu son épouse Dominique, qui était malade depuis un bon moment. Et évidemment, on lui présente tous nos condoléances et nos meilleures pensées de soutien. Et puis une bonne nouvelle, parce qu'il en faut aussi, et c'est Shabbat dernier, la bar mitzvah d'un petit-fils de Suzy et Sigi Anhart, et qui s'est passé à Jérusalem. Et voilà, donc Mazel Tov à Suzy et Sigi pour cette bar mitzvah. Et voilà pour mon carnet pour ce soir. Et puis maintenant, on va continuer si vous voulez bien. Alors, on va faire un petit. Alors, avant de commencer, je voudrais tout de suite vous dire quelque chose. Exceptionnellement, je ferai court la semaine prochaine. Donc, on ne va pas attendre 15 jours pour se revoir, mais seulement 8 jours. Voilà. Du coup, vous serez privé de résumé. Non, vous ne serez pas privé de résumé. Mais on le fera un peu plus court parce que vous aurez tout bien en tête. Donc, mais vous serez prévenu, hein, vous aurez du courrier, évidemment. Donc voilà, alors un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Nous avons parlé des lois de Vichy instaurées en Tunisie, puisque la Tunisie était un protectorat français, en novembre 40, qui a interdit un certain nombre de professions aux Juifs dans la fonction publique, euh, également de tenir des salles de cinéma, dans l'enseignement, dans la presse. Donc des profession où on peut diffuser des idées, évidemment, mais ça va évidemment s'étendre un peu plus tard. Après, il y aura un numerus clausus pour les professions libérales. Sauf que on a voulu l'appliquer aux médecins aussi, ça n'a pas fonctionné parce que du coup, on s'est retrouvé en manque de médecins en Tunisie. Alors, on a assoupli considérablement les conditions de ce numerus clausus, ce qui fait que, comme on dit en ivrite, sauf en définitive, les médecins ont travaillé pendant toute la guerre et n'ont pas été exclus du corps médical, ce qui n'est pas le cas des avocats. Seulement 5% des avocats avaient le droit d'être juifs. Et donc, il y avait une sélection de ceux qui pouvaient l'être et ceux qui ne pouvaient pas l'être. En mai 1942, on est là donc déjà 2 ans plus tard, les juifs tunisiens se retrouvent interdits de travailler dans la banque, dans le change, d'être courtiers, de travailler dans l'imprimerie, dans l'immobilier, il ne reste pas grand-chose, vous voyez. Et beaucoup plus grave, c'est qu'un administrateur provisoire pouvait être désigné pour gérer les biens des Juifs, biens professionnels ou privés. C'est ce qu'on a appelé l'arianisation des biens juifs. Sauf que curieusement, il y a eu une levée de bouclier de deux groupes différents. D'une part, les colons français. Rassurez-vous, c'est pas parce qu'ils aimaient beaucoup les Juifs, non, bien au contraire. Ils avaient peur qu'avec cette arianisation, donc la possibilité pour le gestionnaire de biens de revendre ses biens qu'il l'entendait au prix qui lui convenait, il risquait de perdre des bonnes opportunités de faire de bonnes affaires sur le dos des Juifs. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, qui était vent debout, ce sont les Juifs de nationalité italienne, relayés surtout par leur gouvernement, parce qu'ils craignaient que des biens de Juifs italiens soit revendu au bénéfice des Français. Et il y a une rivalité entre les Italiens et les Français pour dominer la Tunisie. Sauf qu'en définitive, mais ça c'est une autre affaire, les Italiens ne seront pas touchés par les lois de Vichy et on va en parler tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a une tellement d'opposition que cette décision de mai 42 n'entrera véritablement en vigueur que fin octobre 42, donc beaucoup plus tard, et aura finalement relativement peu d'impact, puisqu'en
en mars 1943, quelques mois plus tard, ce sera la fin de l'occupation allemande et de l'application des lois de Vichy, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Alors, effectivement, le débarquement allié en Algérie et au Maroc en novembre 1942 stoppe l'essentiel de ces lois de discrimination. Je vous ai quand même rappelé la dernière fois qu'il y avait, par décret bellical, il y avait eu un recensement des Juifs de Tunisie, recensement des Juifs, de leurs biens et de leurs liens familiaux. Donc c'est vraiment un listing qui est assez dangereux. Ce qu'on avait encore vu, c'est dans le cadre des lois de Vichy, le sort de la jeunesse. C'est pas très compliqué. Les mouvements de jeunes juifs, évidemment, sont dissous, notamment les EI. Et l'école, alors en ce qui concerne l'école primaire, elle est libre d'accès à tous les petits juifs. Par contre, le secondaire et évidemment l'université après sont strictement limités en nombre. Et puis, le 7 octobre, le 7 novembre 1942, les Alliés débarquent en Algérie et au Maroc, pas en Tunisie, pour un tas de raisons, mais ça, c'est de la politique politicienne. Et c'est l'opération Torche. Les Allemands sont absolument surpris, mais ils réagissent très vite. Dès le 8, ils envahissent, ils débarquent en Tunisie, tout de suite le lendemain. Et immédiatement, évidemment, des mesures vont être prises contre les Juifs. L'espoir d'un débarquement allié pour inverser le cours des lois de Vichy, ben, il est balayé, du coup, il est oublié, et puisqu'ils n'ont débarqué qu'en Algérie-Maroc. Et l'armée française, sur instruction de Vichy, laisse faire les Allemands, les laisse s'installer, elle ne combat pas. Mais le général Barré, qui était le commandant des troupes françaises en Tunisie, va rejoindre les Alliés en Algérie pour reprendre le combat contre les Allemands en se mettant sous l'autorité, si vous voulez, des forces de libération, des forces françaises libres qui avaient débarqué à Alger. Il y a des combats contre les Allemands et finalement la Tunisie sera coupée en deux dans le sens de la longueur. Toute la côte sera sous domination allemande, l'intérieur du pays restant sous domination tunisienne et française. Voilà. Alors, les Allemands sont là dès le 23 novembre, donc ils sont très très rapides, très efficaces. Le président Borgel et quelques personnalités de la communauté juive sont arrêtés et pris en otage. Et là-dessus, un personnage dont on a déjà parlé, l'amiral Esteva, dont le rôle pendant la guerre a été, disons, il n'est pas très clair, hein. Il a appliqué les lois de Vichy, mais vous allez voir à plusieurs reprises qu'il va essayer d'intervenir. L'amiral Esteva va se plaindre chez les Allemands en disant c'est inacceptable que vous arrêtiez comme ça des gens et que vous les preniez en otage. La réplique, elle est immédiate. Les Allemands lui signifient que dorénavant, la gestion des Juifs de la Tunisie relève de l'autorité exclusive des Allemands. Les Français n'ont plus à s'en mêler. Qui est le patron des Allemands? La SS allemande en Tunisie, un énorme salopard qui s'appelle Walter Rauff, qui a été l'inventeur des camions à gaz utilisés à Chelmno, mais également déjà utilisés en Allemagne pour gazer les enfants allemands mongoliens. Ça a commencé par ces crimes contre des nationaux allemands. Souvent, on ne le sait pas, ça. Et c'était soit des chambres, mais en principe, c'était des camions à gaz. Et c'est lui qui a entamé donc un très grand assassinat des Juifs, notamment à Chelmno, avec ces fameux camions. Mais il a fait un tas de choses. C'est vraiment un grand salopard qui a malheureusement terminé dans son lit, mais c'est une autre affaire. Bien, alors, ces Juifs sont pris en otage et on est prêt à les libérer, mais il faut que 2000 Juifs se présentent pour les travaux forcés, ce qu'on appelle le STO, le service du travail obligatoire. Pour quand? Pour le lendemain matin, 8 heures. Ah, c'est pratiquement irréalisable. Alors, il y a différentes tractations qui sont entreprises pour essayer de protéger les vieux et les faibles.
Et en définitive, on aura entre 4 000 et 5 000 juifs qui partiront au STO en Tunisie, service du travail obligatoire. Alors, au début de cette affaire-là, on fait appel à des volontaires. S'en présentent, sur les 2 000 qu'il fallait, s'en présentent 127. Ils sont immédiatement mis à genoux, ligotés, et serviront d'otages si le quota requis n'est pas livré d'ici l'après-midi à 5 heures. Ils seront fusillés le soir. Vient s'engager un homme important qui s'appelle Maître Paul Guez, qui s'engage auprès des Allemands à trouver les volontaires nécessaires pour le STO. Il essaye de sauver évidemment ces 127 personnes. Alors, il va trouver beaucoup de volontaires au début, puis après, ben, les gens vont finir par aller se cacher dans le désert ou ailleurs pour ne pas être soumis à ce fameux STO. Il y a un comité des Juifs de Tunisie qui travaille beaucoup, qui s'occupe de ravitailler les gens qui sont au service du travail obligatoire, leur verser un petit salaire parce qu'ils ne travaillent plus, il faut quand même que la famille elle vive. Elle cache ceux qui s'échappent des camps de travail. Elle organise un service de santé. Elle obtient des congés de maladie quand quelqu'un tombe malade. C'est quand même assez étonnant, hein. Dans le STO, on n'était pas très tendre en général. Elle essaye aussi de s'interposer et d'entreprendre, ce comité, il essaie de s'interposer, d'entreprendre toutes les négociations avec les Allemands pour essayer de les empêcher d'aller dans les maisons des Juifs avec toutes les violences qui peuvent les accompagner. Ils essayent, eux, de faire l'interface avec les Allemands et en général, ça réussit pas mal. Et puis, il essaye, ce comité, de protéger les Juifs comme il le peut, mais évidemment, ce n'est pas très, très facile. Alors, on les a comparés avec le Judenrat dans les ghettos polonais. Et il y a un petit peu de ça. En tout cas, ils font ce qu'ils peuvent, comme ils le peuvent, et c'est vraiment pas simple du tout. À tel point, d'ailleurs, qu'à la fin dans ces histoires de recrutement, ils ont même été obligés de faire appel à la contrainte pour obtenir que des jeunes juifs viennent au travail obligatoire pour faire relayer ceux qui étaient épuisés, parce qu'on peut les relayer. Voilà, nous en étions là. Ça, c'est l'histoire du débarquement donc des Allemands. Alors, on va voir un petit peu la vie dans les camps. On va le voir en deux étapes. Je vous raconte maintenant l'histoire de l'occupation allemande. On ira un petit peu plus à fond dans certains domaines. Alors, les travaux du service travail obligatoire sont des travaux d'intérêt militaire qui seront effectués plus ou moins loin de Tunis. Ceux qui sont près de Tunis, au port à la Goulette par exemple, ou sur l'aérodrome de El Alouina, à Ouina, peuvent rentrer le soir à la maison. C'est assez étonnant. Ils peuvent rentrer chez eux et ils reviennent le lendemain matin au travail. Et ça se passe pas trop mal. On verra après pourquoi. Dans le nord, c'est un secteur occupé par, enfin, les camps sont gérés par l'armée allemande, notamment le port de Bizerte. Et là, c'est très différent. Alors, on a tout de suite l'explication. Dans les camps gérés par les Français, ou pas, pardon, pas par les Français, par les Italiens, donc je vous dis des bêtises, donc par les Italiens, oui. Le sort des Juifs n'est pas facile, c'est pas un cadeau. Mais il y a moins de brutalité, on le verra, moins de brutalité que dans les camps gérés par les SS allemands, les Allemands étant formatés, biberonnés à la haine du juif. On aura la même différence dans la zone occupée par les Italiens dans le sud de la France. Tant que c'était les Italiens, c'était pas facile, mais c'était vivable. Une fois que sont venus les Allemands, c'était terminé. Ça a complètement changé. Mais on a le même phénomène. Donc, dans le secteur occupé par les Allemands, c'est plus difficile. Port de Bizerte, l'aéroport de Sidi Ahmed. Là, les Juifs sont cantonnés sur place dans des casernes ou des baraquements. Ça, c'est pour cette région-là. À l'ouest, c'est de nouveau ce sont de nouveau des camps gérés par l'armée allemande, près de Ksartir. Et on retrouve là-bas, à Ksartir, les 127 qui avaient été raflés le 9 décembre. On les retrouve en travail forcé, donc assez loin de Tunis, mais en définitive, ils seront libérés
fin décembre. Au sud de... Il faut quand même savoir, je vous raconte beaucoup d'histoires là qui se déroulent sur une période de 6 mois, c'est tout. 6 mois, c'est pas très long, et ce délai court est très très important pour le déroulement de l'histoire. Alors, nous avons également au sud de Tunis, euh, avec l'armée italienne, Zagouane, Sawaf, Djouga, qui vit, où là-bas les travailleurs vivent dans des tentes. Alors ils font différents travaux de terrassement, creuser des tranchées, construire des abris, réparer des routes qui ont été bombardées. Voilà à peu près leur travail. À Bizerte, ils déchargent des bateaux, du carburant, des munitions, ou ils transportent des caisses vers les zones de combat. Et finalement, ce travail-là de déchargement, d'un côté moins difficile, moins dur que les travaux de terrassement, mais d'un autre côté, les caporaux allemands forcent des cadences pour épuiser les gens littéralement. Alors, la nourriture fournie par les Allemands est notoirement insuffisante. Il n'y a pas de savon, il y a très peu d'eau, il n'y a pas de soins contre les poux, contre la gale, et les vêtements de ces gens sont, en 8 jours, sont en lambeaux. C'est ce qu'on a appelé par ailleurs la volonté des Allemands. Elle n'est pas exprimée, elle n'est pas écrite, mais c'est d'épuiser les Juifs jusqu'à les voir disparaître. C'est ce qu'on appelle les camps de la mort lente. Il y a eu un bouquin là-dessus. Alors, de plus, dans les camps des Allemands, eh bien, il y a surtout les mauvais traitements, les coups, et ça, nous en parlerons plus longuement tout à l'heure. Il y a des témoignages assez nombreux sur ces camps de travail. Le plus grand danger n'étant ni la faim, ni l'hygiène, ni le travail, mais les bombardements, parce que quand les Alliés bombardaient les Allemands, ben, les Juifs continuaient à travailler. C'était comme ça. Donc ça, c'est vraiment le grand risque. L'évasion, évidemment, elle est très, très risquée. On tire à vue. Et à Bizerte, pendant cette période, 3 fuyards seront tués. Alors, il y a quand même eu beaucoup d'évasions. Mais ces évasions ont été organisées avec une aide médicale. C'est-à-dire que ce sont des volontaires de la communauté qui viennent, qui montent un dossier médical, un tel il ne peut plus travailler, il est complètement épuisé, on arrive à le faire sortir du camp. Évidemment, il ne reviendra plus une fois guéri, ça c'est évident. Alors, on a des chiffres là-dessus. Le nombre de travailleurs en service, en décembre 42, on a 3659 juifs au STO. Donc, fin décembre 42. Mi-février 43. De 3659, il en reste que 2430. Et en avril 43, c'est-à-dire à la fin de cette période, il ne reste plus que 1556. D'où ça vient cette différence? C'est essentiellement, ce sont des évasions, pour l'essentiel. Alors, les Allemands, évidemment, ils exigent de nouveaux contingents, mais les gens qui sont convoqués, on convoque les hommes entre 17 et 50 ans, ne viennent pas. Et en fait, on arrive vers la fin de la campagne de Tunisie. Les gens le savent, on sent les choses, on essaye de gagner du temps comme on peut parce que la fin n'est pas très loin, donc il faut essayer de gagner du temps pour ne pas être engagé là-dedans. Et il n'y a pas que Tunis qui soit soumis au STO. Les communautés de Sousse et de Sfax également vont être obligées de fournir leur contingent de travailleurs. Sauf que pour Sousse et Sfax, fin avril 43, tout est terminé. Première institution par les Allemands contre les Juifs. Deuxième chose, ce sont les amendes. Des amendes à payer. Alors, les Juifs voient les Allemands, les Allemands voient les Juifs comme des ennemis absolus et il faut les traiter comme tels. Dès les premiers jours de l'arrivée des Allemands, notamment à Tunis, tous les appartements et les belles villas sont immédiatement réquisitionnés au bénéfice des officiers allemands qui s'installent à la place des familles juives qui étaient installées là-bas. De plus, les Allemands exigent la fourniture de tissus,
de meubles, de tapis, que la communauté est obligée de réquisitionner chez les gens, encore une fois, pour protéger les Juifs de l'intrusion des Allemands dans les familles, dans les maisons, dans les appartements. Et puis, en plus de ça, c'est ce qu'on spolie tout de suite. Ça concerne un certain nombre d'individus. Mais après, il y a des amendes collectives. Fin 42, après le bombardement des Alliés, le général von Neering, qui est le commandant des forces, Rauf, c'est le chef des SS, von Neering, c'est le commandant des forces de l'Axe, inflige une amende de 20 millions de francs aux Juifs de Tunis. 20 millions de francs, il annonce ça fin 42. Et il charge Walter Rauf d'appliquer cette décision. Alors, lui, il a vite fait. Ça se passe donc fin décembre 42. Il annonce aux Juifs que le 21 décembre, qu'ils ont 24 heures pour fournir l'argent. 24 heures pour trouver 20 millions. 20 millions, c'est beaucoup d'argent à l'époque. Ah, c'est carrément impossible. Et là, encore une fois, on va retrouver une intervention de l'amiral Esteva. C'est pour ça que son rôle, il n'est pas simple, il n'est pas clair, il est en tout cas pas noir et blanc. Il est intervenu à plus d'une occasion pour essayer de faciliter un peu les choses. Et Esteva va négocier un emprunt auprès de la banque au taux de 8%, emprunt qui sera garanti sur les biens des Juifs les plus fortunés de Tunis. Mais au moins là, on arrive à respecter le délai et il n'y aura pas de punition de la part des Allemands. C'est donc quelque chose de tout à fait positif, si on peut dire. Mais là, les Allemands, ils ne se contentent pas de faire de l'argent. Ils veulent se servir de ça dans un but politique. Et une proclamation publique indique à la population que les Juifs sont responsables de la guerre et que les Allemands ont vraiment pitié de cette population victime des bombardements. Voilà très exactement la déclaration. La guerre a été voulue et préparée par la juiverie internationale. La population de Tunisie, française, italienne et musulmane, souffre durement, on parle bien de non-juifs là, hein, français, italiens, musulmans, souffrent durement de la guerre par les bombardements des derniers jours. C'est pourquoi j'ai décidé, moi, général von Neering, de prélever sur les fortunes des Juifs en Tunisie une amende de 20 millions destinée à servir de secours immédiat aux victimes civiles de ces bombardements. Donc, les Juifs sont taxés pour payer ou dédommager ces pauvres Tunisiens qui subissent les bombardements par la faute des Juifs. Vous voyez comment on redresse, ça s'appelle de la propagande, ça s'appelle du lavage de cerveau, appelez ça comme vous voulez. On retourne la population contre les Juifs. On oriente le ressentiment à l'égard des Juifs pour le détourner des Allemands, évidemment. Et puis par la suite, il y aura d'autres amendes qui vont suivre. Et puis, il y a un problème. Les Juifs ne viennent pas pour travailler. Et on ne les trouve pas. Parce que Rauf, c'est les débusqués. Mais là, ils sont planqués, ils sont cachés, ils sont protégés. Alors on fait venir d'autres travailleurs, des musulmans. Leur salaire sera de 100 francs par jour, ce qui est... ils viennent parce que c'est un vrai salaire et ils n'ont pas tellement d'argent non plus. Mais ce salaire sera évidemment payé par les Juifs, par notamment une autre amende. Des amendes sont également infligées à Sousse et à Sfax, toujours sous le même prétexte. Et alors dans le sud de la Tunisie, il n'y a pas beaucoup d'argent qui circule, il n'y a pas beaucoup d'espèces. Alors la communauté juive est forcée de payer en or. Et de cette façon-là, le 13 février 1943, les Juifs de Djerba sont taxés de 50 kilos d'or, c'est pas mal. Les Juifs de Gabès de 20 kilos d'or, et le tout sans aucune explication. Les Allemands viennent, vous devez payer 50 kilos d'or. Point. Voilà. Donc on a vu le STO, premier malheur qui tombe sur les Juifs, les amendes. Troisième chose, l'étoile jaune.
l'étoile jaune. Alors ça, c'est un peu différent. Et ça se passe différent des autres pays. Les Juifs de Tunisie n'ont pas porté l'étoile jaune. Ah, c'est pas parce que les Allemands les aiment beaucoup, hein, vous imaginez bien. Il y a des raisons à ça. Alors, début décembre 42, ils sont là depuis quelques semaines, hein, 15 jours, 3 semaines. Les Allemands ont voulu l'imposer aux travailleurs, à ceux du STO. Pourquoi? Je le cite, pour pouvoir les reconnaître même de loin et leur tirer dessus en cas d'évasion. Voilà. Sauf que finalement, cette mesure sera vite oubliée pour des raisons que je ne connais pas, je ne peux pas vous dire. En tout cas, ça n'a pas été appliqué. Alors, les Allemands demandent à Esteva, alors qu'il a été déchargé de toute responsabilité et droit sur les Juifs, eh bien, il lui demande de décider. Sauf que les Allemands lui disent, vous décidez ce qu'on fait, mais ne porteront l'étoile jaune que les Juifs tunisiens ou les Juifs français, de nationalité française, pas les Juifs italiens. Rappelez-vous, le gouvernement italien a envoyé son ambassadeur auprès du ministère des Affaires étrangères en Allemagne en disant les Italiens, nous sommes vos collaborateurs, vos alliés, vous n'allez pas poursuivre les Juifs en Tunisie. Et ils seront effectivement protégés. Alors il y a un juriste français qui vient, pour une fois c'est pas mal, et qui note que on ne peut absolument pas justifier une telle discrimination entre des juifs italiens et des juifs tunisiens. C'est pas pensable. Et puis il dit aussi un curieux argument, je le cite, on exposerait les juifs aux brimades de la population. Tiens. Et alors depuis quand ça préoccupe les Allemands? Ou même les Français de Vichy? Très étonnant. Bon. En tout cas, un projet de décret est préparé qui en fait ne sera jamais promulgué. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Est-ce que c'est à cause du problème des Juifs italiens, donc ce ne serait pas juste? Probablement plutôt à cause de l'avancée des Alliés. Ça semble un peu plus logique, mais je n'ai pas vraiment une réponse précise à vous apporter. Alors, autre différence avec les pays occupés par les Allemands, euh, et ne me comprenez pas mal, les Juifs n'ont pas subi de grandes violences. Ne me comprenez pas mal. L'occupation allemande, ça n'a pas été une partie de plaisir pour les Juifs de Tunisie. Ils en ont d'ailleurs une mémoire cuisante, et on en parlera tout à l'heure. Mais en définitive, ils n'ont pas énormément subi de violence. Et on va voir pourquoi. Il y a eu déjà un événement, début janvier 1943, il y a un groupe de soldats allemands qui pénètrent dans la Hara à Tunis, violent les femmes, volent l'argent et les bijoux. Le comité, c'est très étonnant, le comité juif proteste énergiquement chez le commandant allemand. C'est déjà étonnant. Ils ont le courage d'aller voir le commandant allemand et de protester. Et ils demandent un châtiment exemplaire pour les coupables. Et suite à cette démarche, on va voir pourquoi. Il sera interdit aux soldats allemands de pénétrer dans le quartier juif. Ça, c'est quand même très, très étonnant. Donc, ces violences gratuites comme ça de la soldatesque sont bloquées. Je ne parle pas des camps de travail. Alors pourquoi? Et il y a un document, ça c'est quand même documenté, du 24 décembre 1942, du ministre plénipotentiaire Rahn, donc un gouverneur si vous voulez en Tunisie, qui parle, écoutez bien, de l'inopportunité des pillages des boutiques et de pogroms, d'inopportunité des pillages de boutiques et des pogroms, tant que les troupes allemandes n'auront pas atteint la frontière algérienne. Alors voilà l'explication. C'est en fait la situation militaire qui rend le chef allemand réticent au pogrom et au pillage. Évidemment, c'est dans le programme à venir par la suite, sauf qu'il n'y aura pas de suite. Mais c'est une situation militaire qui le met en porte-à-faux. Donc, voilà une notice qui ne dit pas que c'est pas bien,
mais qui dit qu'il ne faut pas le faire, c'est pas le moment. On fera ça, mais plus tard. Voilà. Alors, autre chose, il n'y a pas non plus de solution finale sur place, donc pas de camp d'extermination. Je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu dans les camps gérés par les SS allemands de camps de la mort lente. Par contre, il n'y a pas de camp d'extermination sur place. Pourquoi? Parce qu'on craint surtout que le monde ne voit ce que les Allemands veulent cacher. N'oubliez pas que les nazis vont tout faire pour cacher l'existence des camps en Pologne, notamment Auschwitz, Treblinka, etc. Et à la fin de la guerre, ils vont détruire toutes les preuves de leurs exactions, de leurs crimes, parce qu'ils sont parfaitement conscients que la morale internationale n'accepte pas, n'admet pas ce qui s'est fait. Donc évidemment, ouvrir des camps en Tunisie, la Tunisie est quand même un grand pays, il y a des gens qui peuvent se balader, on ne veut pas qu'on voit ça. Donc pas de camp d'extermination en Tunisie. Alors la solution, évidemment, ce serait de transporter les Juifs vers euh, euh, les camps en Pologne. Récemment, on est en pleine guerre là, ils sont en train de se battre et c'est pas très facile. Ça mobiliserait des moyens dont l'armée a vraiment urgemment besoin. Donc, on verra ça plus tard. Sauf qu'il n'y aura pas de plus tard. Voilà. Voyons autre chose, un autre aspect qui est intéressant, et toujours dans la même période, les relations juifs, chrétiens et musulmans. Parce que ça ne coule pas de source non plus. Alors, les mesures contre les juifs, on l'a déjà vu tout à l'heure, ne sont pas seulement des mesures contre eux, mais ce sont des mesures pour développer la haine des autres membres de la population contre la population juive. Cette population juive qui est rendue responsable des souffrances, un instant, Daniel Abel me signale que les juifs de Sfax ont porté l'étoile jaune. Dont acte, moi je ne l'ai pas vu, mais je vous transmets la précision de Daniel Abel. Merci Daniel. Heureusement qu'il y a des Tunisiens qui me rectifient. C'est une bonne chose. Moi, je ne sais pas tout, hein. Donc c'est parfaitement intéressant que quelqu'un intervienne comme ça. Merci beaucoup. Je reviens à mon histoire de ces mesures contre les Juifs qui sont faites également pour dresser le reste de la population contre la population juive. Ainsi, on l'a vu tout à l'heure, quand la communauté est taxée de 20 millions de francs, c'est pour guérir les souffrances de ce pauvre peuple tunisien frappé par des bombardements dont les Juifs sont responsables. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes ces mesures, ces incitations à la haine, cette idéologie anti-juive ne prend pas très bien en Tunisie. Ça ne prend pas bien. L'amiral Esteva, on le retrouve de nouveau, désapprouve les mesures de l'occupant et fait part de sa sympathie à la communauté juive. Bon, en alsacien, on dirait on fait Shabbat avec ça. Mais quand même, il est une émanation de Vichy, amiral Esteva. Il y a les Allemands à la porte et il dit qu'il exprime toute sa sympathie envers cette communauté juive qui souffre. Mieux que ça, le bey Moussef a indiqué plusieurs fois que tous ces sujets, juifs ou musulmans, avaient droit à sa sollicitude. Donc ils sont également désapprouvés, même si c'est peut-être qu'en parole, je n'en sais rien. En tout cas, ils sont désapprouvés, les Allemands, par le bey, quand même le patron du pays, et qui apporte son soutien, mais c'est un soutien verbal, hein, ça s'arrête là. Autre chose encore, le Néo-Destour. Le Néo-Destour est un parti de gauche, socialiste, dont certains dirigeants ont des sympathies pour l'axe germano-italien, mais ce parti montre sa totale répugnance à attiser la haine raciale. On le verra d'ailleurs après, lors de l'indépendance de la Tunisie. Donc voilà,
un petit peu ces rapports. On va encore un petit peu plus loin. Un journal du Parti communiste tunisien, qui s'appelle L'Avenir social, écrit en décembre 1942, après l'institution du service du travail obligatoire pour les Juifs, et je le cite, écoutez bien, parce qu'ils sont très prémonitoires. Aujourd'hui, le fascisme italien s'acharne contre les Juifs. Demain, ce sera le tour des musulmans, de toute la population, d'être frappée. Et c'est une analyse qui sera parfaitement confirmée en janvier 1943, puisque le haut commandement allemand demande aux autorités du protectorat de fournir au service du travail obligatoire 8000 travailleurs tunisiens musulmans. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ils touchent effectivement un salaire qui est un apport, mais enfin, les risques sont quand même très gros pour eux pour travailler. Les Allemands exigent 8000 travailleurs musulmans. Et ils travailleront exposés évidemment au bombardement. Mieux que ça encore, on a les forces en présence, la population tunisienne avec son roi, le bey, le protectorat français, qui est avec les lois de Vichy et qui est allié plus ou moins des Allemands. C'est pas très clair là. Les Italiens et les Allemands. Dans les derniers jours de l'occupation, les Allemands demanderont d'organiser le service de travail obligatoire pour les jeunes Français, euh, pour toute la population française, pas pour les Juifs français, pour toute la population française, y compris donc les membres du personnel diplomatique, tout ce que vous voulez, tous les jeunes Français doivent partir au STO. Alors il va y avoir une réaction, y compris parmi les Français les plus à droite, les plus réactionnaires, les plus favorables aux fascistes allemands. Ils vont se dresser comme un seul homme contre l'Allemagne. Évidemment, ça ne mettra pas les Allemands en odeur de sainteté et ça va favoriser ce qui se passera ensuite. Cela dit, il y a eu des individus, évidemment, de toute origine, qu'on appelle des collabos, qui vont se mettre au service des Allemands. Ça existait partout, dans tous les pays. Ça a également existé en Tunisie et qui ont aidé les Allemands à appliquer les mesures anti-juives, très souvent pour en profiter pour eux-mêmes. Par exemple, il y a des musulmans qui ont été licenciés par la compagnie des tramways qui viennent trouver les autorités allemandes en leur disant d'expulser tous les agents du tram qui sont juifs pour qu'ils puissent prendre leur place. Voilà. Petites choses comme ça. Il y a des choses plus graves aussi. Ça, c'est déjà une démarche de groupe. Mais il y a surtout des démarches individuelles, ça vous le savez, ce qu'on appelait les collabos, ce sont des lâches, ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre. Ça encore, c'est une démarche individuelle. Mais c'est intéressant de voir comment ils essayent d'évincer les juifs de cette société pour avoir le boulot. Alors, il se passe des choses graves aussi parfois. Des Français membres des PPF. Qu'est-ce que c'est que les PPF? Le Parti populaire français, c'est un parti politique initié par Doriot, qui est un des plus grands anti-juifs français qui ait existé, pénètre un jour dans un immeuble de juifs pour prendre leurs appartements et vole tout ce qui s'y trouve. Voilà, c'est arrivé. Mais il faut dire que ce sont des cas rares. C'est arrivé rarement. En gros, la population est restée plutôt sur sa réserve et bien au-delà de ça, il y a eu également des chrétiens et des musulmans, il faut le dire et le souligner, qui ont témoigné d'une solidarité agissante avec les Juifs, pas simplement des mots, et qui les ont aidés à se cacher jusqu'à la fin de l'occupation. Ça aussi, il faut le dire. Et il y en a eu pas mal qui ont donc aidé effectivement. Les mouvements de résistance qui existaient en Tunisie ne font pas de distinction, eux, entre fascisme et racisme, et par conséquent, on trouve beaucoup de juifs qui sont entrés en résistance en Tunisie. Dès la fin 40, on remonte 3 ans en arrière, des réseaux de résistance se sont formés en Tunisie qui, au début, pour l'essentiel, donnaient des renseignements
au service anglais ou américain et des informations sur la situation en Tunisie. Je rappelle que 41, il y a les lois de Vichy, donc la France a basculé du mauvais côté. Voilà, ça c'est dès 40. Et puis plus tard, ils vont prendre part au combat contre les Allemands. On va retrouver dans cette résistance tunisienne des juifs de l'intelligentsia, bien sûr, qui en seront, évidemment, beaucoup de juifs tunisiens ou de nationalité française et italienne qui prennent part à l'action du Parti communiste contre le Vichy. Alors, et plus tard, après les lois, après l'occupation allemande, évidemment, contre l'occupation allemande. Donc, toutes les religions, toutes les nationalités présentes en Tunisie feront partie des membres, feront partie de cette résistance qui est inspirée d'esprit, imprégné d'esprit internationaliste. Alors, on y trouve beaucoup de juifs des classes moyennes, mais aussi des intellectuels, on l'a vu, des gens de la bourgeoisie qui y participent. Et ce qui est assez amusant, c'est que tous ces juifs qui sont dans cette résistance se défendent d'être au Parti communiste parce que juifs. Mais, consciemment ou non, ils sont convaincus que le Parti communiste sera le parti qui un jour préparera un monde sans antisémitisme. Alors, ils se sont un petit peu trompés, là, l'histoire le dira, mais au début de la révolution communiste, on peut comprendre que des juifs aient adhéré au Parti communiste. Ils sortaient des pogroms tsaristes, le Parti communiste, c'était beaucoup d'espoir. Et ça va continuer jusqu'en 56 avec l'affaire de la Hongrie. Mais ça, c'est une autre affaire. Une autre affaire. En tout cas, ces braves juifs qui sont dans la résistance avec les communistes sont d'autant plus convaincus qu'au combat, il y a une véritable fraternité qui se dessine entre tous les membres de cette résistance. Et puis arrive la libération. Alors la libération, c'est la fin donc de l'occupation allemande. Les combats sont incertains pendant un certain temps, pendant quelques mois. Les efforts des Alliés sont sans succès, bien pire que ça. Quand l'Afrika Korps, c'est encore le corps d'armée de Rommel, quand l'Afrika Korps sera chassé de Libye, il se réfugie en Tunisie. Donc il renforce les forces de l'Axe, et l'Axe déclenche une offensive et gagne beaucoup de terrain. Donc la balance est inversée. Sauf que fin mars, les Anglais vont entrer dans la danse, ils rentrent en Tunisie, repoussent les Allemands vers le nord, libèrent Gabès le 28 mars 1943, Sfax le 10 avril, Sousse le 13 avril. C'est véritablement le début de la fin pour les Allemands. Ils sont bloqués dans un réduit et encerclés par les Alliés. Finalement, Tunis sera libérée le 7 mai 1943 et les Américains vont libérer Bizerte. Voilà. Et puis on commence une offensive à rebours vers le sud de la Tunisie, où il y a les Allemands implantés, du nord au sud, je vous le rappelle. Et finalement, les Allemands vont finir par se rendre le 12 mai 1943. La Tunisie est libérée de l'occupation allemande après 6 mois d'occupation. Elle est aussi libérée 6 mois après le Maroc et l'Algérie. Je vous rappelle qu'en novembre 1942, Opération Torche assure la libération du Maroc et de l'Algérie. En novembre 1942. Là, nous sommes au mois de mai 1943, 7 mois après. Ça fait déjà 6 mois que le Maroc et l'Algérie sont libérés. Vous allez voir tout de suite pourquoi c'est important. Parce que dans ces deux pays, le Maroc et l'Algérie, il faudra attendre le mois d'avril 1943, alors qu'ils ont été libérés en fin décembre, ou plus tard début janvier 1943, fin décembre 1942, il faudra attendre de longs mois pour obtenir l'abolition des lois de Vichy. Je rappelle qu'en Algérie et au Maroc, c'est un gouvernement
français d'exil opposés à Vichy. Et donc, ils ont libéré ces deux pays pas des Allemands, ils n'étaient pas là, mais de Vichy, et ils mettent quand même 6 mois à abolir les lois de Vichy, pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas de relents très sympathiques. Alors, ce sera que fin mars 43 que toutes les lois raciales seront abolies. Par contre, lors de la libération de la Tunisie, ce sera immédiatement suivi de l'abolition des lois de Vichy, tout de suite. Toutes les mesures de Vichy seront rapportées. Une différence de traitement vraiment importante, parce que pour les gens, ça joue quelques mois, vous savez. Le 11 mai 43, le général Join, vous connaissez ce monsieur, il sera maréchal à la fin de sa vie, est nommé résident de France en intérimaire et il signifie la dissolution du comité d'administration de la communauté juive et le retour au conseil de la communauté. Je vous rappelle juste en 2 mots, le comité d'administration était composé de personnes désignées par l'occupant, et donc ils étaient otages pratiquement. Et donc ce conseil est dissous et on revient au conseil de la communauté qui prévalait avant l'occupation allemande et qui était issu des élections de 1938. Conformément aux décisions, aux instructions du gouvernement français, je vous rappelle, le gouvernement français de libération nationale, gouvernement qui est mis en place à Alger. Rien à voir avec Vichy. On liquide toutes les séquelles de l'occupation allemande et écoutez bien, c'est pas arrivé en France, ça, je vous garantis. Un emprunt garanti par le gouvernement tunisien permet de rembourser aux Juifs les sommes extorquées. Donc tout ce qu'on leur a pris, les fameux 20 millions d'amendes, mais les autres amendes, les biens, vous allez voir. Donc un emprunt garanti par le gouvernement permet de rembourser aux Juifs les sommes extorquées, d'effacer les dettes contractées pour payer les amendes, ces fameux emprunts, et toutes les mesures du statut des Juifs sont abrogées l'une après l'autre. Mieux, on continue. Un décret médical du 3 juin 1943 ordonne la réintégration de tous les fonctionnaires juifs et agents exclus de leur emploi par les lois de Vichy. C'est quand même assez extraordinaire, hein, et rendez-vous compte, ça n'a pas été comme ça en France, hein. Voilà. Autre chose, 2 décrets résidentiels, donc là il s'agit de juin, le général Join, et ce sont des décrets de juin 1943, abolissent le numerus clausus pour les médecins et les avocats, donc tout ce qui bloquait l'accès au travail. Un décret du 5 août met fin à toutes les limitations à l'activité économique et organise, ouvrez bien vos oreilles, parce qu'on est en 2026, c'est pas terminé dans beaucoup de pays, organise la restitution des biens spoliés dans le cadre de l'arialisation. Rappelez-vous, l'arialisation qui consiste à confier à un administrateur les biens des Juifs qui seront dilapidés. Tous ces biens seront restitués aux Juifs de Tunisie. C'est quand même assez extraordinaire. On aborde le problème d'une manière totalement différente de ce qui a été le cas, que ce soit en Allemagne ou en France ou dans d'autres pays. Le 8 août, un décret du Comité français de libération nationale, c'est comme ça que s'appelle le gouvernement de libération d'Alger, abroge les lois de Vichy euh, portant statut des Juifs. Les Juifs de Tunisie sont de retour à une légitimité totale et entière. Voilà, ça, grosso modo, c'est l'histoire de l'occupation allemande. Maintenant, je vous avais dit que je voulais approfondir un petit peu le problème des camps de travail, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Et quelques précisions sur ces fameux camps et les déportations. Alors, les camps de travail sont des camps
ce que je vous ai dit avant, de la mort lente, pas toujours non plus, mais certainement pas des camps d'extermination. Ça, c'est clair, ce sont des camps de travail forcé. On a vu les conditions de recrutement, je ne reviens pas dessus, les hommes de 17 à 50 ans, et Bizerte est le camp le plus redouté. Il est installé dans des casernes, les travailleurs creusent des tranchées, réparent les dégâts des bombardements, sont très peu nourris, il n'y a pas d'hygiène, et le camp est gardé par des SS, ce qui implique des violences et des exécutions de détenus accusés d'avoir tenté de fuir. On ne fait pas longtemps de cadeaux. Il y a une vingtaine de camps en Tunisie répartis sur le territoire occupé par les Allemands. Amateur, à Sfax, Kondar, Kérouan, Nabeul, dans la région de Tunis, etc. Un petit peu partout. Alors, le travail, construire des pistes d'avion, creuser des tranchées anti-chars, transporter le matériel militaire, mais il y a cette différence fondamentale entre les camps gérés par des soldats italiens et des camps gérés par les Allemands, ce qui est notamment le cas de Bizerte, qui est contrôlé par des SS. Ce sont des camps infiniment plus brutaux, une discipline de fer et des violences. Le but de ces camps dirigés par les SS, encore une fois, ils sont dirigés par des gens qui sont biberonnés à la haine de juifs. Ce n'est pas forcément le cas des Italiens. Ils sont en guerre avec les Allemands contre le reste de l'Europe. Dans ce cadre-là, il y a une politique anti-juive. Ils vont l'appliquer, mais pas du tout avec la même haine, la même, le même abcès de fixation contre les juifs. Dans les camps italiens, évidemment, les conditions sont dures. C'est aussi la faim, le froid, les maladies, mais il y a moins de brutalité, il y a une possibilité de leur faire transmettre, faire parvenir de l'alimentation, il y a une possibilité d'avoir des échanges de courriers avec la famille. Ça, dans les camps dirigés par les Allemands, c'est pratiquement impossible. Entre 4500 et 5000 juifs seront passés par ces camps entre décembre 42 et mai 43. Ah, c'est pas très long, hein. 6 mois. C'est pas très long. C'est une histoire qui a été longtemps oubliée. Alors, oubliée, évidemment, il faut le dire, hein, ça a été beaucoup moins dramatique qu'en Europe, qu'en France, en Belgique, en Hollande, au Danemark, dans tous ces pays. C'était rien à voir. Beaucoup plus violent, il y a eu beaucoup plus de morts. Mais pour ceux que ça a touché, ça a été très, très dur. Cette histoire a marqué profondément les Juifs de Tunisie. Et c'est une histoire qui n'est pas oubliée. Le travail forcé, les humiliations, les rançons, les bombardements et les morts dans les camps ont laissé une trace indélébile dans la mémoire des Juifs tunisiens de façon tout à fait légitime. Et évidemment, encore une fois, par rapport à l'ampleur de cette catastrophe, c'est un petit volet, mais ceux que ça touche, c'est extrêmement difficile et ils ne peuvent pas l'oublier. Et il est heureux qu'on le rappelle et qu'on s'en souvienne parce que très souvent, on a oublié qu'il y avait des camps en Tunisie. Et il y a de puissants témoignages, notamment sur Bizerte. Il y en a un de Jacob-André Guez et un autre d'Albert Memmi. Ah, ça c'est un monsieur que vous avez déjà entendu parler. Guez, c'est assez exceptionnel, a tenu un journal sur des petits bouts de papier parce que avec les Allemands, on n'avait pas de matériel pour écrire ou quoi que ce soit. Donc il a marqué ses pensées, ses souvenirs sur des petits bouts de papier et il en a fait un journal. Vous imaginez bien, passer de la vie de famille à un camp dirigé par des SS, c'est extrêmement rude, extrêmement dur. Je crois que nous-mêmes, on a beaucoup de mal à imaginer ce que ça signifie. Et en plus, Bizerte est au centre des zones de combat. Donc, ces prisonniers dorment parfois habillés. On les réveille à coups de crosse, ce système des Allemands, à n'importe quelle heure. Il y a un appel, et puis il faut courir sous les bombes. Aucune pitié. Albert Memmi écrit « On ne s'appartient plus ». On ne s'appartient plus. Il y a très peu d'espace pour dormir, pas assez de couverture,
des parasites, des maladies, aucune hygiène. Et pire, les Allemands donnent des ordres en allemand. Nos braves juifs tunisiens, ils ne comprennent pas l'allemand. Et quand ils ne comprennent pas, eh ben, ils prennent des coups de crosse. Vous savez, ça ne fait pas du bien, hein, ça fait mal les coups de crosse. Les journées peuvent durer 15 heures de travail, c'est long, 15 heures. Quand il n'y a pas assez d'outils, ce qui arrive assez souvent, eh ben, il faut creuser ou travailler à la main. Souvent aussi, il faut faire des travaux complètement inutiles, tels que casser des pierres. Mais encore une fois, je vous rappelle, les Allemands, eux, ils veulent épuiser les Juifs. Les Italiens sont moins dans cet état d'esprit. Mais les Allemands, eux, oui, ils veulent les épuiser jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Il faut les user physiquement. D'autre part, il n'y a pas assez de nourriture, un peu de pain, une soupe claire et quand ça va bien, quelques légumes. Et évidemment, le pire, ce que je l'ai déjà dit, c'est de travailler sous les bombardements avec tous les risques que ça comporte. Et évidemment, il n'y a pas d'abri, c'est clair. On vit dans la peur des coups, les gifles, les coups de crosse, les passages à tabac, c'est monnaie courante. On a peur des représailles collectives et on vit dans la peur des bombardements contre lesquels on ne peut pas se protéger. C'est dur. Et là, c'est que 6 mois. Mais quand on le vit, chaque jour fait une année. C'est dur, c'est long, c'est très très difficile. Alors, malgré ces conditions, il y a la solidarité dans les camps. On essaye de partager le peu de nourriture qu'on a. On aide les malades comme on peut. Si on y arrive, on essaie d'échanger des nouvelles sur la famille. Les plus instruits racontent des histoires le soir pour qu'il y ait un peu de dérivation à la dureté de la journée. On chante en judéo-tunisien. Et malgré tout, Mémi parle beaucoup de la déshumanisation. Mais les gestes de solidarité, c'est justement le contraire de la déshumanisation. Donc je pense que Mémi, là, quelque part, se trompe. Et d'ailleurs, c'est un grand écrivain, mais nous verrons quand on parlera d'autres livres de Mémi. C'était un grand pessimiste, oui, et il parle de déshumanisation, mais tous ces gestes de solidarité qui étaient pratiqués dans la mesure du possible, évidemment, sont précisément le contraire de la déshumanisation. Alors, les bombardements, on a une peur terrible, mais d'un autre côté, les bombardements, c'est l'espoir. C'est l'espoir que les Alliés vont arriver, finalement. Et lors de leur arrivée, alors, euh, excusez-moi, les, oui, les travailleurs sont persuadés, ils le disent dans des lettres, qu'heureusement que les Alliés sont arrivés, parce que sinon, les exactions des Allemands auraient été beaucoup, beaucoup plus graves si l'occupation avait été plus longue. Il y aurait eu une issue bien plus dramatique à l'occupation allemande en Tunisie si les Alliés n'étaient pas arrivés en mai 1943. Quelle est cette dégradation absolue de la situation? Ça aurait été les déportations. Alors, il n'y a pas eu de déportation en Tunisie? Ben si, il y en a eu. Il y en a eu. Mais elles ont été finalement très limitées en raison d'un temps très court d'occupation par les Allemands. Nous l'avons déjà vu. Ils avaient d'autres chats fouettés et donc les déportations, ce serait pour plus tard. Pourtant, il y en a eu. Il y a eu plusieurs groupes de juifs tunisiens qui ont été transférés en Europe au printemps 1943, donc juste avant la libération. En tout, alors là, les chiffres divergent. Moins d'une centaine de personnes qui ont été envoyées vers l'Allemagne, l'Autriche ou la Pologne. Évidemment, beaucoup ne reviendront pas. Mais dans ces déportations de juifs tunisiens, il faut faire une distinction et c'est très important d'y penser. Pour les juifs tunisiens, il y a des juifs, ils ont été déportés. Il y a eu des déportés, oui, mais il y a eu une centaine, on va voir un autre chiffre qui est avancé de 150 à 160,
juifs tunisiens déportés de Tunisie. Mais il y a eu des juifs tunisiens déportés de France parce qu'ils habitaient en France. C'est une différence fondamentale. Ils ont été déportés en tant que juifs, pris par la milice française ou la Gestapo ou les Allemands en France ou la police française, parce qu'ils habitaient sur le territoire français. C'est donc des juifs tunisiens d'origine, si vous voulez, mais qui ont été déportés à partir de la France. Nous parlons pour le moment de juifs de Tunisie. Il y a pour les uns 100, pour les autres 150 juifs qui ont été déportés. On n'a pas une certitude absolue sur ces chiffres. Par exemple, déporté de France, quelqu'un qui était très connu, c'est Victor Young Pérez, le boxeur, qui est finalement mort pendant la marche de la mort en 1945, tout à la fin de la guerre. C'est la courte occupation de la Tunisie par les Allemands qui a empêché une organisation méthodique de la déportation des Juifs de Tunisie, comme ils savaient très bien le faire. Cette déportation aurait commencé. Alors, les quelques-uns qui ont été déportés, c'est début avril 1943. À un mois près, ils ne l'auraient pas été. Sur ces chiffres, je vous l'ai dit, il y a d'autres historiens qui parlent de 150 à 160 personnes. Il y a une vingtaine de juifs qui ne sont pas revenus. Attention, il y en a plus qui ne sont pas revenus, mais il y en a 20 qui sont documentés. C'est-à-dire qu'on sait exactement quand, où ils sont décédés et dans quel camp d'extermination. Les autres, on ne sait pas, le chiffre est certainement beaucoup plus important que 20. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de listing. On est dans les hypothèses de travail. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous ai un petit peu farci la tête. Tout n'est pas très sympathique, mais bon, c'est l'histoire. On va rentrer dans quelque chose de plus sympathique la prochaine fois. On va parler de la fin de l'Allemagne et du début de la fin du protectorat. Voilà, si vous avez des questions, mais je crois que Daniel, elle a une histoire à nous raconter sur Bizerte. Merci. Merci, Georges. Voilà, vous pouvez ouvrir les micros. Merci Non. beaucoup. Ah, voilà. Voilà, Daniel. Mon père était à Bizerte et il nous a pas beaucoup raconté de ce qui s'était passé là-bas parce que ils étaient très modestes, il y avait beaucoup de pudeur. Et, quand ils sont retournés de Bizerte, pratiquement personne n'a parlé. Beaucoup d'amis m'ont dit la même chose. Mais lui, il s'est échappé. On lui avait donné 3 Juifs qui étaient malades à amener à Tunis et on lui a donné un sauf-conduit. Et après, sa sœur l'a caché. Il n'est pas retourné. Alors, bon, mais ça, je peux t'envoyer le sauf-conduit. Ils ont commencé d'ailleurs à construire des camps de concentration, mais ils n'ont pas eu le temps de finir. Oui, L'histoire que je voulais raconter, c'est de mon oncle par alliance, c'est-à-dire le mari de la sœur de mon père. Il était français, nationalité française, et il a été déporté, il était avocat, il a été déporté avec un groupe de professionnels, avocats et médecins. Ils ont été en France et après de France, il a été à Auschwitz. Il a passé 3 ans là-bas. Le travail qu'on lui avait donné, c'était que chaque fois qu'il y avait un train qui arrivait avec les Juifs, dès que les Juifs sortaient, il donnait un coup de sifflet et les Juifs se déshabillaient. Le deuxième coup de sifflet, ils allaient sous la douche, c'est-à-dire les oui. chambres à gaz. Pendant 3 ans, il a fait ce travail non-stop. Et finalement, de tout le groupe qui était parti, qui avait été déporté, c'est le seul qui a survécu. Il est rentré à Tunis et il était complètement déboussolé, complètement. Alors, il a donné des conférences comme ça à des jeunes en leur expliquant ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'il avait fait, etc., etc. Et il y a une dame qui avait 15 ans quand elle a écouté. Elle a raconté ça à Victor Ayoun et c'est comme ça qu'on sait ce qui s'est passé. Alors,
Il est revenu à Tunis et il a dit à mes parents, comment vous vous mariez? Mes parents sont mariés en 45. Comment pouvez-vous me marier, avoir une famille, un truc comme ça? Il faut voir ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai passé, etc. Bon, d'accord. Et puis, bien sûr, il avait un fils qu'il avait quitté, qui avait grandi, etc., etc. Et finalement, en juillet 46, il est sorti, c'était un samedi, il faisait très chaud. Et de toute façon, à l'époque, tu sais, on mettait toujours une veste et un chapeau, tu sais, comme on s'habillait Ah comme oui. ça. Alors, il s'est il marché, il a quitté sa maison vers midi moins quart, comme ça, il est arrivé. Les Tunisiens qui sont sur le groupe connaissent le passage. Il est arrivé au passage. Et là-bas, il y avait, à l'époque, il y avait un train. Là, il y avait une gare. Et le train partait de Tunis à la Marsa. Il est rentré il est rentré à la gare, dans la gare. Et au premier coup il y avait un train en partance. Au premier coup de sifflet, il a enlevé sa veste et son chapeau. Au deuxième coup de sifflet, il s'est jeté sous le train. J'étais sous le train, oui. Voilà. Oui. C'est Ouais. bon, évidemment le rappel de son coup de sifflet qu'il donnait sur le quai, mais ça a été le cas Voilà. de Primo Levi, ça a été le cas de tels gens qui sont revenus, qui n'ont pas supporté, ceux qui n'ont pas vécu, qui ne pouvaient pas en parler, c'est une histoire compliquée dont on n'arrivera jamais au bout. Dans l'histoire de ton oncle, c'est terrible hein, d'avoir ce rappel par un coup de sifflet, c'est affreux, affreux. Mais Merci. mon père n'a jamais parlé de ce qui se passait là-bas Oui, au camp de Bizerte. J'ai appris ça quand j'ai lu Gales, quand j'ai parlé à d'autres personnes. très Tout ce que simple. je savais, c'est qu'il y avait un rabbin là-bas. Je sais pas qui. Il y a les Tunisiens sur le groupe, peut-être ont entendu parler du rabbin Assouyed, Chaim Assouyed. Il était d'ailleurs pendant longtemps le secrétaire du grand rabbin de Tunisie, à Tunis. Et il était là-bas, il avait organisé, au camp de Bizerte, il avait organisé des shiurim, il avait organisé des tfilotes, etc. Et mon père, qui n'était pas religieux, est devenu ami avec le rabbin Souyed et il est devenu de plus en plus religieux. Quand il est rentré, il gardait Shabbat, Kashrou, enfin, trucs Ça comme a ça. aidé. Ben, tu sais, Ouais, on a vu ça beaucoup plus près de nous, avec ces combien de jeunes qui étaient otages à Gaza et ouais, qui se sont raccrochés à la Emouna. Ça aide, évidemment que ça aide, évident. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, Daniel. Il est touchant et il est très ouais. intéressant. Très intéressant. Ok. Merci beaucoup. Et merci. Merci beaucoup. Merci. Quand les Alliés sont rentrés à Tunis, les Tunisiens ont écrit un chant en judéo-arabe, Oui. Khamous Jana. Oui, oui, je sais, j'allais en par- je voulais en parler. Oui, oui, tout à fait, là, je suis au courant. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ou des choses à rajouter, Monsieur Hazan, vous qui êtes un puits de science, mais il faut Merci ouvrir le beaucoup. micro. Vous êtes très gentil, mais je vous ai tout dit ce que je savais, je vous l'ai donné. Pardon? Il faut ouvrir vos micros si vous voulez parler. Georges, merci. Un grand bonjour de Michel. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous le permettez, D'accord. Quoi? si vous le permettez, je voudrais Oui, vous raconter deux petites sur, sur la fin de ses jours. Mon beau-frère, qui s'appelait René Jaoui, m'a raconté sa captivité à Bizerte en compagnie de son frère aîné. Il faut savoir que son frère aîné, Ange Jaoui, deviendra plus tard le dernier shamash de la synagogue de Tunis. Hmm. Euh, ils ont été pris tous les deux et internés au camp de Bizerte. Et durant leur captivité, leur père est décédé à Tunis. voilà. Et bien naturellement, comme le camp était sous la garde des Allemands, comme vous l'avez souligné, des SS, eh bien, ils n'ont pas pu assister à l'ensevelissement De leur père.
de leur père. Et vous avez évoqué également la libération de Tunis. Une de mes tantes, qui faisait la queue pour avoir un peu d'alimentation après la libération de Tunis, dans la file d'attente où elle était, ma tante était une très belle femme et qui ne présentait en rien, qui avait tous les traits d'une belle européenne, et échangeait quelques mots avec sa voisine. Et sa voisine, après la libération de Tunis par les troupes alliées, lui a dit, si on est obligé de faire la queue pour avoir un peu d'alimentation, c'est à cause de toute cette juivaille. Regardez-les à la libération de Tunis. Je ne vous dis pas la réaction de ma tante, qui était une véritable lionne, qui lui a, qui lui a, qui lui a dit tout le bien que Qu'elle en les Juifs pensait. pouvaient penser de son intervention. Oui, mais vous Voilà savez, c'est pas quelques parce que petits. c'est pas parce que les Allemands ont été expulsés que Ah oui, l'antisémitisme a voilà. disparu. Bien sûr. En France non plus, à aucun moment. Et ça se vérifie aujourd'hui. Totalement, tout à fait. Mais on verra quand même quelque chose de très surprenant pour la Tunisie, mais je ne vais pas tout dévoiler, qui est quand même le comportement à l'égard des Juifs, s'il était parfois méprisant, il y avait des petites histoires, il a pratiquement jamais été violent de la part de la population tunisienne à l'égard des Juifs. Pas violent. Et on va voir pourquoi aussi. C'est Parce que toute la politique de Bourguiba, entre autres. oui. Et puis, si on fait des analyses ADN sur la population tunisienne d'aujourd'hui, il y a de fortes chances que une, une grande proportion de cette population soit d'origine juive, comme on l'a vu en Algérie avec la Kaena, Kaena étant simplement le féminin de Cohen. Oui, mais Et tout à fait. donc, on peut se sentir concerné. Voilà. C'est intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci. La famille Jaoui, est-ce qu'il y a un parenté à Élie Jaoui? Il y avait un Ah. Élie Jaoui qui venait toujours écouter mon père quand il donnait les shiurim. Ah là là, ouais, il y en a beaucoup, beaucoup d'histoires à raconter. Je voudrais simplement rajouter une bricole, si vous le permettez, Je vous en prie. sur la chute de l'armée allemande, à laquelle je me suis particulièrement intéressé. L'armée allemande s'est retrouvée coincée dans la péninsule du Cap Bon, Oui. et évidemment, sous la poussée des armées alliées, s'est dirigée vers l'est jusqu'à être arrêtée par la mer dans la petite ville de Kelibia. Kelibia qui porte bien son nom, je crois en hébreu ou en arabe, les chiens. Et ils ont essayé de voler des chalutiers pour tenter de gagner la Sicile. Et ça a été un carnage, parce que les aviateurs alliés ont fait effectivement un carnage sur tous les bateaux que les Allemands tentaient de voler aux pêcheurs musulmans arabes pour gagner la Sicile. Et ils ont appelé ça, poétiquement, les régates de Kelibia. Ils ont appelé ça les régates de Kelibia. Et il faut savoir, enfin, dernière chose, qu'il y a eu plus de prisonniers dans la péninsule du Cap Bon qu'à Stalingrad. Wow. Oui, il y a eu plus de prisonniers. Il y a eu les Alliés ont fait plus de prisonniers en Tunisie, à Kelibia, dans la presqu'île, dans la péninsule du Cap Bon, Oui, c'est ça. qu'à Stalingrad. À Stalingrad, il y a eu beaucoup de morts, hein, par contre. Oui, voilà. Ben là, ils en ont pris une quantité. Et mon père, qui avait été arrêté, qui a été prisonnier, qui a été pris au titre du statut du travail obligatoire, a ensuite eu sous ses ordres, à son tour, des soldats allemands, puisqu'il était rentré dans l'armée française et qu'on lui a confié des prisonniers allemands. Voilà, un juste retour des choses. Juste retour des choses, tout à fait. Merci beaucoup pour ces témoignages. Si vous avez d'autres questions ou
témoignage. Tu parlais du travail à Bizerte. Mon père déchargeait les munitions des bateaux qui arrivaient. Oui, Il m'a dit une chose qu'il m'a dit, il avait une peur bleue que ça explose. évidemment, évidemment. Il n'avait pas l'habitude de ça, mais c'est vrai qu'à Bizerte, le travail était au fond moins dur que de faire du terrassement. Seulement, les cadences étaient extrêmement élevées. Et Ouais. donc, ils étaient littéralement épuisés. Je vous rappelle qu'on se retrouvera la semaine prochaine, lundi soir, même heure, et pour le prochain cours. En Ok. tout cas, merci. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et à bientôt. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci, bonsoir. 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 Toda Rabba. Ariel.